Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Nous entendrons un homme heureux mais fatigué. Francis Joyon est le nouveau recordman du Tour du Monde à la voile en solitaire. En 57 jours, il est entré dans l'histoire et donne, vous le verrez, à son exploit une couleur écologique. Hillary a su utiliser la carte Bill Clinton à Las Vegas et dans le Nevada. L'ancien président, extrêmement populaire dans cet État, lui a permis de remporter un nouveau succès dans sa course à l'investiture démocrate. Côté républicain, John McCain est arrivé en tête en Caroline du Sud. L'union fera-t-elle la force du Parti socialiste pour les prochaines municipales? Aujourd'hui en tout cas, les ténors se sont pressés au Forum de la Rénovation. Il y avait même un invité surprise, Dominique Strauss-Kahn. Les mauvais sondages de l'exécutif donnent-ils des ailes au PS? François Hollande nous le dira dans un instant, il est notre invité. À chacun ses problèmes économiques, les États-Unis et leur plan de relance, la France et sa croissance, et la Chine, victime de l'inflation. Au pays du boom économique, les prix flambent. Nous verrons comment le pouvoir chinois cherche à l'endiguer. C'est le grand format de ce soir. Enfin, la page cinéma de ce dimanche, Johnny Depp en héros d'un conte macabre et musical. C'est le nouveau pari de Tim Burton. Sweeney Todd sort sur les écrans mercredi, découverte à la fin de ce journal. C'est un véritable exploit qu'a réalisé Francis Joyon. Même s'il n'aime pas les superlatifs, le navigateur est devenu le détenteur d'un record hors norme. Il a fait le tour du monde seul sur son bateau en 57 jours, devant rester attentif à chaque instant. Il a peu dormi et c'est donc fatigué mais heureux qu'il est arrivé la nuit dernière au large de Brest pour franchir la ligne d'arrivée. Retour sur cette performance avec sur place Christophe Duchiron et Christophe Vignal. Reculez s'il vous plaît, derrière les barrières. Derrière les barrières. Aussi drôle que ça puisse paraître pour un homme qui vient de passer quasiment 8 semaines dehors, mais Francis Joyon est somme toute un homme d'intérieur. On est content de débarquer, puis à la fois un petit peu effrayé quand on voit cette vague humaine qui prend le bateau d'assaut. Là, j'ai peur que ce soit pire que le déferlant de 50e là. C'est un marin qui intériorise ses sentiments, genre de héros très discret, qui semblait craindre ce matin la foule, bien plus que les tourments océaniques. De battre ce record, ça va être très dur. Déjà, Francis a mis tout dedans. Moi, quand j'ai mis tout dedans, donc on demande comment on peut mettre de plus. Est-ce que là, ça va être le Mathieu qui compte? Est-ce que ça va être le bateau? C'est vraiment dur à dire, mais c'est battable, c'est sûr, mais quand? Personne ne le sait. En 57 jours de mer et malgré un problème de main en fin de parcours, Joyon a volé son record Ellen MacArthur. Il a volé du temps au temps et il a même volé la vedette à son trimaran. C'est tout juste si je me suis pas fait tirer les oreilles par mes architectes qui m'ont dit que j'avais été trop vite, que j'avais pas respecté le programme du bateau en fait en allant trop vite, oui. Pour avoir accompli un tour du monde des océans, Francis Joyon peut témoigner de la fragilité de notre planète. Lui qui a navigué propre en ramenant à terre 57 jours de poubelle, avec comme seule source d'énergie du bateau le vent et le soleil. Étonnant Monsieur Joyon, qui tenta en cours de route de se faire des copains chez les oiseaux. Les petits pétrels, un peu de patience, puis je les apprivoiserai. Finalement, Monsieur Joyon a réussi à apprivoiser les mers du globe, ce qui n'est pas le moindre des mérites d'un authentique sprinter des mers et d'un marin de conviction. Bel exploit. À l'étranger, la route est encore longue pour la Maison-Blanche. L'élection présidentielle américaine ressemble véritablement à un marathon, mais il est toujours plus facile d'avancer avec des victoires, même partielles. Et c'est ce que doit se dire aujourd'hui Hillary Clinton. La candidate démocrate a remporté dans le Nevada un succès important et elle le doit en partie à la popularité d'un homme, son mari, l'ancien président des États-Unis, Jean-Marc Ilouz. Des supporters qui avaient mangé du lion. Et cette nouvelle victoire au Nevada qui confirme le rebond de la campagne d'Hillary Clinton pour l'investiture démocrate. Comme à l'époque de la conquête de l'Ouest, dit-elle pour remercier ses partisans. Une victoire qu'elle doit certes au soutien d'un électorat clé, celui des femmes et des hispaniques, mais aussi au pilier de sa campagne, son mari, l'ex-président Bill Clinton, dont le charme et les vieilles amitiés hispaniques restent toujours aussi efficaces sur le terrain. Hillary joue donc victoire à Las Vegas, mais pas de jackpot. Barack Obama, le sénateur de l'Illinois, reste à ses trousses avec un trésor de campagne tout aussi important, des prises de position sociales capables de rallier des syndicats et un atout majeur.
Il n'a lui jamais voté pour la guerre en Irak, un argument moral dont il n'a pas manqué aujourd'hui de faire état à Atlanta dans l'église de feu Martin Luther King. Et on retrouve en direct de Las Vegas Alain Chalvron. Bonsoir Alain. Hillary Clinton affichait la nuit dernière un joli sourire, une deuxième victoire qu'elle va tenter de confirmer dès la semaine prochaine. Oui, bien sûr, dans une semaine, c'est le vote en Caroline du Sud et c'est un vote crucial pour Barack Obama. Il faut absolument qu'il gagne là-bas. Au stade actuel du processus, si vous voulez, les électeurs votent moins pour le candidat qu'ils préfèrent que pour celui ou celle dont ils pensent qu'il a le plus de chances à gagner en novembre contre les républicains. Or, si l'idée s'installe que c'est Hillary Clinton, alors Barack Obama aura beaucoup de mal à finir sa campagne. Or, pour les démocrates, il faut absolument gagner deux minorités, les hispaniques et les noirs. Les latinos, on l'a vu hier, les latinos qui peuvent faire basculer des États comme le Nevada ou le Nouveau-Mexique ou l'Arizona, les latinos ont préféré Hillary Clinton et c'est très important. Les Noirs maintenant, c'est donc la semaine prochaine en Caroline du Sud, 50% d'électorat démocrate et noir dans cet État et Barack Obama doit montrer qu'il est lui le meilleur pour gagner cet électorat-là. Dans les sondages, il est en tête, mais il y a maintenant la dynamique qui est clairement du côté d'Hillary Clinton. Vous savez, la victoire va à la victoire. Une autre dynamique, un mot des Républicains avec la victoire de John McCain en Caroline du Sud. Oui, John McCain prend ainsi le leadership de la campagne chez les Républicains, mais la situation n'est pas encore très claire. D'une part parce qu'il a derrière lui quand même deux prétendants, le pasteur Huckabee et le milliardaire mormon Mitt Romney, et puis surtout il y a l'hypothèque Giuliani, l'ancien favori des sondages qui n'a pas fait vraiment campagne jusqu'à maintenant. Il sortira du trou dans une dizaine de jours en Floride et alors, suspense. Suspense, merci Alain. Le président Uribe est en France, le chef de l'État colombien a rendez-vous demain avec Nicolas Sarkozy. Mais avant cela, il a reçu aujourd'hui à titre privé l'ex-époux d'Ingrid Betancourt, Fabrice Deloy, et son fils Lorenzo. Compte rendu avec Lionel Feuerstein et Christian Autain. La rencontre était très attendue. Álvaro Uribe, le président colombien, s'apprête à recevoir pour la première fois la famille d'Ingrid Betancourt, son fils Lorenzo et son ex-mari Fabrice Deloy. Près de 2 heures d'entretien dans la résidence de l'ambassadeur de Colombie à Paris. La famille Betancourt a toujours été très critique face à la position offensive d'Álvaro Uribe. Ce que nous avons cherché par cette visite avec le président Uribe, c'est rechercher la bonne volonté du chef de l'État colombien, de manière à trouver avec lui aussi une solution. C'est lui le chef de l'État colombien. C'est avec lui qu'on peut peut-être réussir à avoir véritablement une solution pour le retour des otages. La famille d'Ingrid Betancourt a demandé au président Uribe de ne pas intervenir militairement. Le président colombien a annoncé avoir rétabli la médiation internationale, mais se pose toujours en champion de la lutte contre ce qu'il appelle le terrorisme des FARC. La Colombie est en train de gagner sa lutte contre le terrorisme. Les Colombiens se sentent aujourd'hui plus en sécurité. Petit espoir pour Ingrid Betancourt. Le président colombien affirme être à nouveau prêt à négocier avec les FARC. Il pourrait accepter une zone démilitarisée, limitée. Il en discutera demain avec Nicolas Sarkozy. La page politique de ce dimanche avec tout d'abord une confirmation. Les sondages se suivent et se ressemblent pour le président de la République. Nicolas Sarkozy est en baisse dans les enquêtes d'opinion. C'est le cas aujourd'hui dans celle de nos confrères du JDD. L'autre information, François Fillon, lui, semble mieux résister à cette baisse de popularité de l'exécutif. Alors comment expliquer tout cela? Alix Bouillaguet, Marie Cazot. Certains se plaignent de ma discrétion. Ce jour-là, François Fillon adresse ses vœux aux journalistes. Parodiant la récente conférence de presse de Nicolas Sarkozy, il fait les questions et les réponses. Comment fonctionne le couple exécutif? Très bien. Êtes-vous un Premier ministre heureux? Oui, quand je suis avec vous. Heureux, François Fillon. D'après ses proches, après 8 mois, le Premier ministre aurait enfin trouvé sa boussole. Révolue l'époque où Nicolas Sarkozy le traitait de collaborateur. Aujourd'hui, c'est même l'hyper-président qui semble faire les frais de son style dans les sondages. L'exposition de la vie privée en fait, du président, le style en fait, présidentiel commence, je dirais, un petit peu lassé, dans la mesure où les Français voient un écart trop large entre ce qu'ils vivent eux-mêmes, leurs propres difficultés en fait, quotidiennes, et le style de vie affiché par le président.
Nicolas Sarkozy supportera-t-il longtemps d'être numéro 2 dans les sondages? Pour l'UMP, pas de rivalité à venir. Le couple exécutif s'équilibre et se complète. Il faut un accélérateur et il faut non pas un frein, mais quelque chose qui tempère aussi peut-être la vitesse et qui gère le quotidien. Un président dépassé dans les sondages par son Premier ministre, c'est déjà arrivé sous la Ve République. Problème pour Nicolas Sarkozy, est-ce que ça va durer au moment où il s'apprête à s'impliquer personnellement dans les municipales de mars prochain? Le Parti socialiste maintenant, ils sont tous venus, ils étaient tous là le temps du dernier forum pour la rénovation de leur parti à Paris, à la Mutualité, autour de François Hollande, qui sera dans un instant notre invité, Ségolène Royal, Bertrand Delanoë, Laurent Fabius, mais également un invité surprise qui apparemment ne souhaite pas qu'on l'oublie malgré l'éloignement. Le directeur général du FMI est toujours militant socialiste. Jeff Wittenberg, Chloé Lecomte. Au spectacle, on parle de vedettes américaines. Au PS, on accueille un peu éberlué le camarade de Washington. DSK, ravi de son effet. On attendait le grand retour de Ségolène Royal et le revenant du jour, c'est lui. Je ne vois pas tellement souvent. Vous non plus d'ailleurs. C'est plaisir de vous voir. Les élèves socialistes ont même droit à l'appréciation du professeur Strauss-Kahn. Je crois qu'il y a du travail qui est fait. C'est pas toujours très visible. La position européenne est un peu confuse. Dire ça comme ça. DSK n'est pas resté pour la photo du premier rang. Photo inédite depuis des mois. Ségolène Royal, intéressée comme on sait par la direction du PS. Bertrand Delanoë, son possible rival. Sourire et embrassade pour la photo. À quelques chaises de là, François Hollande en public avec son ancienne compagne. Là encore une première depuis la présidentielle. Laurent Fabius n'est pas loin. Le PS était inaudible, au moins maintenant est-il visible. À la tribune, on donne de la voix d'abord contre Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, ce qui est sûr, comme l'aurait dit Coluche, c'est qu'il est plus rapide pour se marier que pour aller chercher la croissance avec ses dents, comme il l'avait promis. Nous savons qu'aucun de nous ne peut gagner seul. Ce sont des équipes qui sont candidates pour des projets. Eh bien, moi, je trouve que c'est une chance pour le Parti socialiste. Les municipales, seul objectif des socialistes, a juré François Hollande. Un thème plus facile à faire applaudir que la délicate question de sa succession à la tête du parti. Alors un président de la République fragilisé dans les sondages, une union des ténors en tout cas en apparence au sein de son parti, des municipales en ligne de mire. Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Alors après une année 2007 douloureuse, on va dire, est-ce que le premier secrétaire du Parti socialiste voit dans ce début d'année 2008 plutôt une belle année qui commence? Ne précipitons pas le mouvement, prenons les événements comme ils se présentent. C'est plutôt positif. D'abord, il y a une difficulté pour le pouvoir, elle n'est pas simplement due à des comportements personnels, elle est due à des résultats qui ne sont pas là. La campagne s'est faite sur l'augmentation du pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat n'augmente pas, sauf pour le président de la République. C'est vrai qu'il y a là comme un retour de la réalité. Il y a un deuxième phénomène qui s'est produit, c'est que les Français eux-mêmes se sont mis en distance, un regard plus critique. Ça ne veut pas dire encore une faveur à l'égard du Parti socialiste. Donc il y a une obligation, et je crois qu'elle a été remplie aujourd'hui, à la fois de rénover notre pensée, nous avons mené ce travail patiemment, je l'ai fait, et ensuite une obligation d'être utile pour les Français. On ne doit pas être là simplement pour aboyer, pour contester, pour protester, c'est nécessaire, on nous le demande. On doit être là pour proposer et pour changer la vie quotidienne de nos concitoyens. Un mot de la visite de Dominique Strauss-Kahn cet après-midi, enfin ce matin. Il vous avait prévenu? C'était une jolie surprise? Oui, c'était une bonne surprise, c'est-à-dire que celui qui est Il vous avait pas prévenu donc? Qui est loin de nous en ce moment, puisqu'il est en poste à Washington, a fait savoir hier soir qu'il serait présent à cette réunion-là. J'ai dit c'est une très bonne idée. Nous devons être tous ensemble. Alors, ceux qui ont des responsabilités à l'extérieur ne seront pas dans la campagne municipale, mais tous les autres, ceux que vous avez vus et entendus, je leur ai demandé de ne pas se préoccuper d'eux, pas plus des socialistes, mais des Français. Les Français ont besoin de nous, nous devons être là, unis, nous l'avons été. Dominique Strauss-Kahn dit qu'il suivra ça de très près, le Parti socialiste. Il n'y a pas de dichotomie entre son statut international et puis son rôle de militant au sein du Parti socialiste? Vous ne trouvez pas qu'il y a un conflit d'intérêts, non? Écoutez, non, je crois qu'on peut avoir une mission à l'extérieur, au nom, non pas de la France d'ailleurs, au nom de la communauté internationale, c'est son rôle au FMI, et puis vouloir être utile à son parti et à son pays le moment venu. Écoutez, ça, on verra plus tard. Moi, j'ai trouvé bien que la famille socialiste, que la gauche soit réunie à l'occasion de ces élections municipales. Ça veut dire que le temps des égaux est derrière vous? Je pense que si nous ne mettons pas un moment
personne de côté, si nous ne livrons pas, et je crois qu'il ne faut pas se livrer, à une forme de narcissisme, comme je l'ai vu du côté de Nicolas Sarkozy, alors je crois que nous pouvons avoir quelque chose de convaincre les Français que nous nous occupons d'eux. Et ce n'est pas une unité d'apparence, comme on l'a vu par exemple sur l'Europe, sur le traité, on a vu des dissonances. Vous savez, quand les socialistes ne sont pas ensemble, on dit vraiment, que faites-vous? On ne vous entend pas. Et quand ils sont tous ensemble, on pourrait leur dire, mais ce n'est que d'apparence. Ils étaient là, nous portons un projet pour les élections municipales, et je le dis, nous voulons être utiles sur les éléments de la vie quotidienne des Français. Réussite éducative, logement, accession de tous à la culture, possibilité d'avoir des transports collectifs pour alléger le poids de la voiture aujourd'hui et des carburants. Oui, nous voulons être utiles dès les élections municipales. Un bulletin de vote socialiste pour les élections municipales, c'est à la fois un avertissement qu'on lance au pouvoir, voilà, Nicolas Sarkozy, et en même temps, oui, de ce point de vue-là, c'est un test national, et c'est le moyen d'être efficace et au service de nos concitoyens tout de suite dans toutes les villes et dans tous les départements. Il y a une vraie unité pour les alliances, pour les futures municipales, justement, quand il y a une union avec le MoDem, par exemple, potentielle, et que Laurent Fabius trouve ça pas terrible. Qu'est-ce que nous avons voulu faire pour nous présenter devant les Français? Rassembler toute la gauche. Je l'ai fait. Et ça va jusqu'au MoDem. Alors, il y a des personnalités qui ne sont pas de gauche, mais qui disent « nous voulons travailler avec vous ». J'ai posé 3 conditions. Vous pouvez venir avec nous, on ne débauche personne, mais vous devez à la fois être d'accord sur notre projet, vous devez à la fois être d'accord avec nos alliés, qui sont la gauche, et vous devez être clairement dans l'opposition à Nicolas Sarkozy. Ceux qui seront sur nos listes aux élections municipales seront engagés sur ces 3 points. Quelle que soit leur étiquette politique. Quelle que soit leur étiquette politique, s'ils sont contre Nicolas Sarkozy, alliés avec la gauche et porteurs d'un projet municipal qui est le projet que nous avons nous-mêmes défini aujourd'hui, alors ils sont dans le combat que nous menons pour les Français. Merci François Hollande. Merci. Juste une dernière question, finalement, vous n'avez pas envie de vous représenter au poste de premier secrétaire? Ça vous donne pas envie d'aller au bout de l'aventure après les municipales? Ce que j'ai envie, c'est comme premier secrétaire de faire gagner non pas simplement mon parti, je veux qu'il soit le premier de France. Mais je veux qu'on fasse gagner nos territoires aux élections municipales. Et moi-même étant candidat, j'aurai à faire mon travail d'élu, et c'est déjà beaucoup. Et faire entendre votre voix par la suite. Je ferai toujours entendre ma voix au sein du Parti Socialiste. Et il y a encore du travail après les élections municipales. Nous n'avons pas fini, en tout cas je n'ai pas fini ma tâche au sommet du Parti Socialiste. Merci. Vendredi, on l'a vu, le président Bush lançait un vaste plan de relance de son économie. La France, elle, s'inquiète pour sa croissance. Des doutes concernant les indicateurs économiques que l'on retrouve également au sein du nouveau géant chinois. Le boom économique n'empêche pas l'inflation là-bas. Les prix flambent et la population s'en inquiète. Et Pékin vient de réagir. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Pascal Golomer et Sylvain Giaume. Peu importe la température glaciale, les allées du marché de Gongti sont comme chaque matin bondées. Mais les acheteurs y regardent à 2 fois avant d'ouvrir leur porte-monnaie. L'inflation atteint près de 7%, mais les prix dans l'alimentation ont bondi de 18% en un an. C'est le chiffre officiel. Beaucoup de familles ont dû changer leurs habitudes. Même si on n'est pas d'accord, il faut bien faire avec. Alors on économise. Pour certains plats, j'évite de prendre de la viande et je remplace avec des œufs. Et puis je n'achète plus ce qui n'est pas indispensable. C'est le prix de la viande de porc, incontournable dans la cuisine chinoise, qui a le plus augmenté. Plus 56% en un an. Une hausse dont le boucher connaît bien les raisons. Le prix des matières premières, l'alimentation pour les bêtes par exemple, a augmenté. Du coup, beaucoup de fermiers arrêtent leur élevage parce qu'ils finissent par vendre à perte. Et on n'a pas assez de viande par rapport à la demande. Dans les journaux télévisés, l'inflation fait les gros titres. Et le président Hu Jintao a dû se fendre d'un bain de foule entre 2 étals pour bien montrer à quel point il prend l'affaire au sérieux. Il n'a sûrement pas oublié que la crise de 1989 est née entre autres à cause d'une inflation record. Le gouvernement vient donc d'annoncer un retour au contrôle strict des prix, interdiction de faire valser les étiquettes sans autorisation officielle. Cette mesure temporaire, c'est avant tout pour contrôler les entreprises qui augmentent leurs prix de façon déraisonnable, sans justification. Mais nous ferons en sorte que celles qui travaillent normalement et qui respectent les règles puissent continuer à faire des affaires. Le niveau moyen des salaires a lui aussi augmenté de façon spectaculaire. Mais à la veille de fêter le nouvel an lunaire, les consommateurs voient surtout les prix s'envoler. Comme quoi en Chine comme en France, la perception de l'inflation est souvent bien différente des statistiques officielles.
En France, ce drame qui touche une famille dans le Lot après le décès d'un enfant et la disparition de son frère toujours recherché. Les deux jeunes frères âgés de 7 et 4 ans ont échappé à la vigilance de leur père hier après-midi et se sont dirigés vers la rivière qui longeait leur maison. L'un s'est noyé et a été retrouvé, l'autre est toujours recherché. Antoine Gaveau et David Bresse. Toute la journée, les plongeurs ont scruté le fond du ruisseau, mais en vain. Impossible de retrouver le petit David, 4 ans, disparu depuis plus de 24 heures. Ce soir, les sauveteurs n'ont quasiment plus aucun espoir. Si nous on le retrouve dans l'eau, malheureusement, ça sera un corps et décédé, quoi. David et son frère Yvan passaient le week-end dans ce mobil-home avec leur père. Hier, ils échappent, semble-t-il, à sa surveillance et vont jouer vers le cours d'eau. Partis à leur recherche, le père retrouve Yvan, 7 ans, noyé dans le ruisseau, et donne l'alerte. Le père est venu me voir qui était tout trempé, tout dégoulinant, et il m'a dit d'appeler vite les secours. C'est ce que j'ai fait. Et puis en me disant qu'il avait recueilli son fils qui s'était noyé et que le deuxième, il ne savait pas où il était. Ce soir, les 60 pompiers et gendarmes mobilisés ont décidé d'abandonner les recherches. L'enquête judiciaire commence demain. Elle devra déterminer les causes exactes de l'accident. Et puis nous vous parlions hier d'une mère de famille de 50 ans disparue depuis une semaine près de Perpignan. Eh bien son corps a été retrouvé cet après-midi par une patrouille de gendarmerie. Elle gisait au fond d'un puits à 2 km de son domicile. Aucune hypothèse n'est privilégiée pour l'instant. Une autopsie a été ordonnée par le procureur de la République. Comment ont réagi les victimes directes de la catastrophe de l'Erika au jugement qui est tombé en milieu de semaine? Le préjudice à l'environnement a été reconnu. L'industrie pétrolière et le transport maritime se doivent de prendre conscience des risques désormais encourus. Mais qu'en pensent ceux qui ont vécu concrètement les conséquences du drame du 12 décembre 1999? Romuald Bonan et Michel Hiver ont rencontré un restaurateur et un pêcheur. C'était en 1999, le soir du réveillon de Noël. Dans le port de pêche du Guilvinec, tous les bateaux sont rentrés au port pour les fêtes, des fêtes qui virent au cauchemar, quand à cause de la tempête, le fioul de l'Erika envahit la zone et englue tout sur son passage. Vous avez vu les amarres dans quel état ils sont? On avait mis les amarres à terre tranquilles, les amarres neuves, il faut passer les fêtes tranquilles. Et là, tout est baisé. Voilà, tout a changé. 8 ans plus tard, Pierre Lebert fréquente toujours les quais du Guilvinec. Entre-temps, il a pris sa retraite, mais sa colère reste intacte. Car si cette semaine, le tribunal correctionnel de Paris vient de condamner Total pour délit de pollution, pour le pêcheur breton, les sanctions sont insuffisantes. Il y a quelqu'un qui a laissé une signature sur un contrat, il y a quelqu'un qui a été visiter le bateau avant de l'affréter, et ces personnes-là, on n'entend pas parler d'elles. La société Total, qu'est-ce qu'elle fera pour payer son amende si un jour elle la paye? Elle mettra 1 centime de plus à la pompe, et puis ce sera encore le contribuable qui paiera. À plus de 200 km du Guilvinec, la baie de la Baule, polluée elle aussi. À l'époque, le mazout de l'Erika s'était répandu sur cette plage jusqu'au pied du restaurant de Christian Jonot qu'il avait dû fermer. Un restaurateur satisfait des condamnations prononcées, mais sans illusion quant au remboursement du manque à gagner. Il y a eu perte d'exploitation parce que j'ai dû toujours payer mon personnel, mais aujourd'hui, on n'a rien reçu comme indemnité et je n'attends rien de toute façon. Un restaurateur et toute son équipe qui, après l'Erika, se sentent toujours aussi vulnérables. On a toujours peur quand on voit les pétroliers au large, puisqu'on est juste à l'entrée de l'estuaire et on a toujours peur, on a toujours ce drame en mémoire. Des professionnels qui espèrent tous que les condamnés, Total en tête, ne feront pas appel du jugement pour repousser le paiement des indemnisations. Les catholiques italiens ont voulu témoigner de leur soutien au pape Benoît XVI aujourd'hui à Rome. Ils étaient près de 200 000 réunis place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. Une réaction quelques jours seulement après l'annulation d'une visite papale dans l'une des universités de la capitale italienne. Plusieurs mouvements anticléricaux s'étaient opposés à cette visite. Philippe Bessarias, Karine Guillaume. Place Saint-Pierre, la foule des grandes occasions. Plus qu'un simple Angélus dominical, c'est la revanche de l'Italie catholique. Après une semaine agitée, où Benoît XVI a dû annuler sa visite à l'université de Rome sous la pression d'étudiants anticléricaux. Nous sommes ici pour montrer que nous sommes proches de lui et que ce qui s'est passé cette semaine n'aurait jamais dû se produire. Il faut plus de respect. Le pape n'est pas seulement notre souverain pontife. Le chef de l'Église catholique est aussi un homme de grande culture à qui on a fermé les portes de l'université. Benedetto. Benoît en italien. Lorsque le pape prend la parole, la foule scande son nom comme on soutiendrait un champion.
Je vous encourage, chers universitaires, à être toujours respectueux des opinions des autres et à rechercher avec un esprit libre et responsable la vérité et le bien. Du haut des marches de la basilique Saint-Pierre, les prélats de l'église italienne contemplent le résultat de leurs efforts. Ce rassemblement, c'est eux qui l'ont provoqué, mobilisant en 4 jours les paroisses et les associations d'étudiants catholiques dans tout le pays. Pour l'église italienne, cette mobilisation est incontestablement un succès. Elle renforce sa position en tant qu'acteur incontournable de la vie politique dans la péninsule. Près de 500 000 personnes en France sont porteuses du virus de l'hépatite C, mais la moitié d'entre elles l'ignorent. Ces chiffres montrent à quel point la prévention et le dépistage sont importants, et cela avant que le virus ne débouche sur des maladies graves. Explication, Hélène Vergne, Pascal Ponce. Bon, ça se présente pas mal quand même, hein. Je vois là, votre analyse virale est négative, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de virus dans le sang, donc le traitement marche bien. Son hépatite C, Jean-Marc Galliano l'a apprise lors d'un bilan médical en 1993. D'abord, il lui a fallu accepter la maladie, puis faire avec les effets secondaires des traitements. Perte d'appétit, fatigue, saute d'humeur. Il faut s'adapter à une nouvelle vie, quoi. On se soigne, déjà on ne peut plus travailler, au niveau social tout change, et puis surtout les problèmes d'argent que ça peut créer par la suite, quoi. Parce qu'évidemment, il faut suivre. En France, l'hépatite C touche 500 000 personnes, la moitié des patients l'ignorent. Je vous pique. Et pourtant, le dépistage s'effectue par une simple prise de sang. Drogue par injection, transfusion avant 1992, mais aussi piercing, tatouage, autant de facteurs de risque. Le dépistage présente un intérêt pour le patient et pour son entourage. Il risque de développer une maladie grave du foie et ne se rend compte qu'au moment où il y a des complications, c'est-à-dire une cirrhose ou pire encore un cancer. Et puis l'autre circonstance, c'est que quand on a une infection virale C, qu'on a un comportement à risque, on peut le transmettre aux autres, bien entendu. Depuis une dizaine d'années, l'éducation thérapeutique a fait son apparition. Des infirmières accompagnent le malade tout au long de son parcours et multiplient les chances de réussite. Ils vont ne pas avoir tendance à arrêter leur traitement, ils vont avoir tendance à le suivre de façon correcte et parfaite, donc ils doublent leurs chances de guérison. L'arrivée prochaine de nouvelles molécules devrait permettre de guérir 80% des patients atteints d'hépatite C. Une hépatite à l'origine de 2600 décès chaque année. Le décès aujourd'hui du doyen des Français, Louis de Cazenave, est mort à l'âge de 110 ans. Il était également l'un des 2 derniers survivants de la Première Guerre mondiale. Lazare Ponticelli, de 2 mois son cadet, est donc désormais aujourd'hui le dernier des 8,5 millions de poilus qui ont participé au conflit. La page sport de ce dimanche, et le ski français semble s'être trouvé un nouveau leader. Il s'appelle Jean-Baptiste Grange. Nous en parlions déjà la semaine dernière. Eh bien, il a confirmé aujourd'hui à Kitzbühel qu'il était le slalomeur du moment. Christophe Tortora. Le ski français découvre un peu plus chaque week-end l'immense talent de son nouveau porte-drapeau. Jean-Baptiste Grange, profession slalomeur. Je pense que j'ai passé un gros cap mental, j'ai beaucoup travaillé cet été techniquement et c'est vrai qu'avec la confiance et de course en course, j'arrive à donner le meilleur de moi-même. Et cet après-midi, sur la piste de Kitzbühel en Autriche, Jean-Baptiste Grange a une nouvelle fois donné le meilleur de lui-même. En tête, à l'issue de la première manche, le skieur de Valloire a déjoué tous les pièges de la piste. Et même lorsqu'il coupe un piquet, il parvient à l'éviter. Le Savoyard remporte sa 4e victoire de la saison dans une épreuve de Coupe du Monde, sur une piste où les noms de Jean-Claude Killy ou de Jean-Pierre Vidal sont inscrits au palmarès, une référence. Jean-Baptiste Grange va participer mardi au slalom nocturne de Schladming avant de regagner la France. Il sera aux Ouches le week-end prochain pour tenter de briller devant son public dans la vallée de Chamonix. Et puis un mot et des nouvelles du descendeur américain Scott McCartney qui était hier tombé lourdement. Eh bien, il est sorti du coma dans la nuit, il a repris conscience et n'aura aucune séquelle de cet accident spectaculaire. Dans le reste de l'actualité sportive de ce dimanche, du rugby avec la Coupe d'Europe, du football et la fin de la 21e journée, et du tennis en Australie. Plus rien n'arrête Joe Wilfried Tsonga, Nathanaël de Rinxin. À Melbourne, le public le supporte comme s'il était australien. La Tsongamania a encore franchi un cap après la victoire de Joe Wilfried Tsonga en 4-7 sur Richard Gasquet. Le Français est en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Même avec le kiné, la douleur n'est pas passée. Paul-Henri Mathieu, handicapé par une cuisse douloureuse, n'a pu défendre pleinement ses chances face à Rafael Nadal. Un petit set et quelques jeux,
Mathieu abandonne en huitième de finale. C'est presque une victoire pour du beurre, remportée cet après-midi par le Stade français chez les Harlequins. Malgré 4 essais et un succès 31-10, le club parisien se classe deuxième de son groupe. Le Stade français est éliminé de la Coupe d'Europe. 3 victoires en 3 matchs. Cet après-midi, l'équipe de France de handball a battu l'Islande 30-21. Les Français abordent le deuxième tour avec un bonus de 4 points. Ils sont en position idéale pour accéder aux demi-finales. Après une heure d'impatience, Nice en rouge a finalement pris le meilleur sur Nancy grâce à ce but d'Elbuy. Un seul but, mais qui permet aux Niçois de monter à la 4e place du classement, juste derrière Nancy. Direction maintenant les montagnes d'Autran avec la 30e foulée blanche, grande messe du ski de fond dans la région avec en tête le champion du monde et médaillé olympique Raphaël Poiret, mais également de nombreux amateurs, parmi eux une famille passionnée. Reportage sur place, Julien Dupéret et Philippe Fivet. Une forêt de spatules, 2200 férus de ski de fond qui s'élancent en même temps, c'est toujours impressionnant. Lui le connaît bien ce départ de la foulée blanche. Alfred Schebling, 90 ans, était déjà là il y a 30 ans pour la première. Alors maintenant, il délègue. Moi, je suis le fils. Sa plus jeune fille. Marie, sa petite fille. Tom, son petit-fils. Bref, 26 membres de la famille, 3 générations sur la piste, dont Gaspard, 6 ans le petit dernier. Attention, mission très spéciale. J'ai pris un dossard pour moi, qui est à mon nom, mais je l'ai donné à mon arrière-petit-fils pour que lui, il puisse la faire à ma place. Est-ce qu'il t'a donné des conseils, ton arrière-grand-père ? Il m'a dit de bien regarder devant moi. Malheureusement pour Gaspard, même en regardant devant soi, ça reste compliqué. Car contrairement aux apparences, la foulée blanche est loin d'être une promenade de santé. Pour les plus aguerris, 42 km d'effort au cœur du massif du Vercors et parfois un peu de réconfort. Bon vin chaud, hein, c'est le meilleur si on veut finir. La course, elle retiendra que Raphaël Poiret, icône retraité du biathlon français, a terminé 2e. C'est une belle course, un beau parcours. Et surtout une belle histoire, celle de la famille Schebling. Pour cette édition 2008, pas de médaille mais une récompense, un sacré passage de témoin. Cinéma maintenant avec la sortie mercredi du dernier Tim Burton, Sweeney Todd, c'est son titre, l'histoire d'un diabolique barbier londonien incarné par Johnny Depp qui est pris de vengeance, ne rasait plus les joues mais tranchait les gorges, un film tiré d'une comédie musicale à succès de Broadway. Emmanuel Lambert. Londres 19e siècle, une femme, un bébé, la vie était belle pour Benjamin Barker, mais un juge envieux décida de le déporter à vie pour voler sa famille. Le Seigneur prenne votre âme en pitié. 15 ans plus tard, le barbier revient dans le quartier de Fleet Street pour se venger. Benjamin Barker. Non, Barker n'est plus. C'est Sweeney Todd désormais. Et il tient à sa vengeance. Où est ma femme? Elle a disparu. C'est lui qui tient votre fille. Le juge Turpin. Un film de Tim Burton est toujours un événement. Cette fois-ci, le réalisateur a adapté une comédie musicale, ou plutôt un opéra macabre, datant de 1979. J'ai assisté à une représentation à Londres quand j'étais étudiant, ça m'a bluffé. J'ai adoré la musique, l'histoire et l'horreur ensemble. J'ai trouvé ça formidable. Tim Burton et Johnny Depp, 6e film ensemble. Mais c'est la première fois que l'acteur américain chante réellement à l'écran. Alors, avec une épouse chanteuse, forcément, il avait un peu la pression. Vous savez, je me demandais si je pouvais y arriver, sans décevoir ou mettre la honte à Tim, à mes enfants, ou à Vanessa. C'est clair, on n'aurait pas pu choisir une comédie musicale plus difficile. C'était pas évident. Un petit coup de rasoir. Ici, les morts connaissent une deuxième fin peu ragoûtante. Et voilà. Tout chaud, ça sort du four. Sanglant, gothique, violent, un conseil, écarter les enfants, Tim Burton est une nouvelle fois d'humeur macabre.
Et comme chaque dimanche, nous faisons le point sur le box-office des sorties cinéma de la semaine en France. En tête, très beau démarrage pour Enfin Veuve, la nouvelle comédie d'Isabelle Mergo avec Michel Larocque et Jacques Gamblin. Puis La guerre selon Charlie avec Tom Hanks et Julia Roberts. Ensuite, Chambre 1408, c'est un film d'épouvante ayant comme décor la chambre d'un hôtel où se produisent des morts inexpliquées. Enfin, Survivre avec les loups, l'émouvant périple en pleine Seconde Guerre mondiale d'une petite fille à la recherche de ses parents déportés. De la mode maintenant avec la fin ce soir à Paris, des collections masculines avec notamment celle très attendue du nouveau directeur artistique de la Maison Dior. En général, on peut parler d'un retour à une élégance classique. Estelle Collin, Madi Diawara. 7 mètres de flanelle façonnés dans les ateliers Dior par un garçon aussi discret que talentueux, Chris Van Hache, fraîchement nommé à la tête des collections hommes. J'ai toujours cru à la subtilité, à des détails. J'ai jamais cru au déguisement. J'essaye toujours de garder en tête qu'il faut que ce soit portable. Silhouette austère mais précieuse, d'inspiration Renaissance, savant jeu de proportions pour ces dandys modernes. Même discours de grâce et d'allure longiligne chez Lanvin, sous la houlette de Luca Osendriver et d'Albert Elbaz, un des maîtres du luxe discret à qui rien n'échappe. Ligne tirée, matière technique, veste raccourcie, tout cela à la gloire de la beauté des hommes. J'ai vu la couleur de la peau, j'ai vu les dents, j'ai vu les lèvres, j'ai vu le visage. C'est ça, je pense, pour moi, un vêtement qui est bon. C'est un vêtement qui ne vole pas le visage des hommes. Retour donc aux vraies valeurs, où l'originalité se concentre dans les matières et la coupe, ce qui donne raison à Véronique Nichanian au service d'Hermès depuis 20 ans. C'est une nouvelle ligne avec une épaule en effet un petit peu plus droite, la silhouette plus appuyée, la veste plus courte qui fait la jambe plus longue. L'excellence au service du vestiaire masculin, tout un programme pour un marché en plein essor. Ils font plus attention à eux, à leur corps d'abord, à leurs vêtements, à leur choix de vêtements. Ils font leur choix eux-mêmes. Donc maintenant, on va y voir la guerre des placards. La vraie égalité, ce sera quand l'homme ira en vacances pour faire du shopping ou sortira que pour faire du shopping et que la femme, par contre, aura d'autres occupations. Il a succombé, lui aussi, Jean-Paul Gaultier, aux valeurs sûres. Prince de Galles, rayure club, coupe calibrée. Tous les essentiels du vestiaire masculin que les femmes pourraient bien leur chipper. Voilà, avant de refermer ce journal, l'image du jour, c'est celle de Francis Joyon, nouveau recordman du Tour du Monde à la voile en solitaire. Le navigateur français a été accueilli par la foule à son arrivée à Brest après plus de 57 jours de mer. Il a battu, je vous le rappelle, le précédent record détenu par Hélène MacArthur de 14 jours. Voilà pour l'actualité de cette fin de week-end. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 20h50 du cinéma avec Braveheart, Sophie Marceau, Meg Lipson. Et puis vous retrouverez dès demain pour l'information Élise Lucet à 13h et David Pujadas à 20h. Merci de nous rester fidèles et passez une très belle soirée.